Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Il a fallu attendre 2 mois pour que le premier rapport d'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus soit à la disposition de Monsieur Tout-le-Monde. Après celui à qui il était adressé prioritairement, les Camerounais depuis quelques jours découvrent les fruits du travail de la haute institution compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises parapubliques. L'audit, nous apprend-on, a consisté en la vérification de la mise en œuvre de 26 activités prévues dans le décret de répartition du Premier ministre ainsi que leur performance. Loin d'être un rapport final, le document en circulation est une synthèse d'étapes. Il nous permet de savoir que 21 départements ministériels, en dehors du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, représentent à eux seuls 128 milliards 270 millions de francs CFA de dotation, soit 71,26% sur les 180 milliards de dotation globale du fonds CAS Covid-19. Les départements ministériels impliqués ont, d'après la juridiction financière, effectivement démarré la mise en place des dispositifs internes requis. Le ministère de l'administration territoriale, d'après ce rapport, dit avoir totalement réalisé les actions qui lui incombaient et aurait même retourné au ministère des Finances les fonds du CAS Covid-19 correspondant pour un redéploiement. Dans cet exercice, le ministère de l'Éducation de base, le ministère des Pêches et des Industries animales n'ont pas répondu aux demandes de la Chambre des comptes. Le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, d'après la Chambre des comptes, ont été le lieu par excellence d'irrégularité et de dysfonctionnement. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Chambre des comptes et scandale Covid, le rapport qu'on attendait pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir l'honorable Samuel Mout. Bonsoir honorable, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Après un long passage, je suis de retour sur votre plateau, merci de m'accueillir. Nous allons parler certainement des sujets que vous avez annoncés, qui est un sujet brûlant, mais au-delà de tout, je pense qu'il faudra qu'on reste lucide, notamment quand on parle des rapports. Je voulais également préciser que nous sommes partis ici sur une contrariété qui est aujourd'hui apaisée. Nous avons une république, la République camerounaise à construire, et très souvent il ne faut pas s'arrêter à des contrariétés ou des choses qui ne marchent pas. Même quand on est indifférent quelque part, une fois qu'on s'est expliqué, on peut penser également qu'on a d'autres choses à faire derrière. Et je suis tout heureux d'être sur votre plateau ce soir. Nous également, hein. Merci. Nous sommes heureux d'avoir le RDPC depuis les autres communicants qui nous sont heureux de vous retrouver. Merci. Très bien, merci. À côté de vous, Marcel Olivier Ndi. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir. Bienvenue. Merci. Du Bonsoir. MPCN, vous sortez tout fraîchement de Djombe Penja. Oui, effectivement, je sors de Djombe Penja, de Penja, parce qu'il faut bien restituer la vérité. Parce voilà, que, vous sortez de Penja. Oui, je sors de Penja. C'est là où tout s'est joué aujourd'hui. Oui, cette matinée. Oui. Maître Manfo, qui était le candidat, le vice-président, qui est le vice-président du MPCN, a gagné l'élection. Donc c'est lui le nouveau maire de la commune de Djombe Penja. Vous avez eu peur de ce qui s'est passé à Banganté? Vous avez peur que ça se passe chez vous? Bon, est-ce que nous avons eu peur de ça? Parce que le MPCN a la majorité aussi. Hein, oui, le MPCN a la majorité. Nous avons 23 conseillers sur 34. Oui. Bon, il se trouve que, comme dans toutes les démocraties, il y a de la dissidence à l'intérieur. Mais nous sommes partis avec l'assurance que cette dissidence-là ne pouvait pas nous empêcher de gagner cette élection. Est-ce qu'il y a eu
cette dissidence. Est-ce que ça s'est affiché aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en dehors de Maître Manfo, est-ce qu'il y a eu un autre candidat au PCN? Évidemment, il y a eu un autre candidat. Donc Banganté a parlé en Djombe Penja, c'est ça? Banganté a parlé en Djombe Penja, mais très vite neutralisé par le nombre statistiquement majoritaire des conseillers qui étaient, comment je peux dire, qui sont proches de l'idéologie de Paul-Éric Ngué. Okay. Parce qu'il faut savoir que dans un parti politique, et ça, je vais même le relever ici, parce que quand vous regardez la manière dont le code électoral est élaboré, on dit que pour qu'un candidat soit investi à une élection, il faudrait qu'il soit investi par son parti. Mais quand on arrive à la session de plein droit, on refuse, on dit que les candidats sont libres. Ouais, donc en principe, oui, les candidatures sont libres, c'est tout le monde qui peut se présenter. Or, il faut revoir ça, parce que les partis politiques qui ne sont pas adossés sur l'appareil administratif et qui n'ont pas un moyen de pression sur les candidats, sur ces candidats dissidents-là, vraiment c'est difficile. Ça émiette le pouvoir de l'opposition. Vous voyez un peu des partis politiques faibles comme les nôtres, parce qu'il faut reconnaître que le terme discipline du parti soit revu. Ça doit être plus dur. Non, ça doit être plus dur. Non seulement ça doit être plus dur, je dis que ça doit s'appuyer sur la loi. Autant on investit, un parti politique investit ses candidats à l'élection, quand on convoque le corps électoral, on doit faire la même chose. Parce que ce qui s'est passé chez nous, c'est que nous sommes passés à l'élection en interne. Et un candidat a fui cette élection. Il a estimé que lui ne peut pas participer et que ça ne va pas être transparent, alors que nous nous sommes dit on vote à main levée. Il a refusé. Il a dit non, le vote est secret. On a dit d'accord, nous allons au vote secret. Il a refusé. Et nous avons été surpris qu'en salle, bon, pas vraiment surpris, mais en salle, il est arrivé, il a levé la main qu'il était candidat. Or, si le code électoral indiquait clairement, puisque nous avons établi un PV, si le code électoral indiquait que seuls les partis politiques doivent investir les candidats en session de plein droit, on n'aurait pas eu ce type de solution. Merci, Marcel Olivier. Bonsoir, Maître Ngefa. C'est Jeanne, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à mon camarade de fac. Bonsoir, mon confrère aîné. Bonsoir, monsieur le maire René Manfo. Je suis convaincu que les conseillers de Loum Penja ont vu juste, parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'histoire. René Manfo est celui-là qui a accompagné le défunt Paul-Éric Ngué dans tous les combats. Donc, on lui a restitué ce qu'il mérite. On est convaincu qu'il a la pensée du défunt. Et tel que je le connais, je crois qu'il ne faillira pas. C'est un monsieur fier de lui. Merci. Okay. Voilà. Merci. Voilà, on va accueillir, on l'a vu. Merci. Bonsoir Emmanuel Kougné. Bonsoir Céjalin. Bienvenue. Merci. Je m'excuse pour ce léger retard. Indépendant de la volonté, bien sûr. C'est quoi? Le trafic, c'est quoi? Vous allez accuser quoi? J'ai eu un petit problème de voiture, personnellement. Ah, ok. Le mécanicien, il bosse? Non, c'est une question de roue, donc je ne pouvais pas la question de roue, vous négligez? Je ne pouvais pas la remplacer, ça arrive à tout le monde. C'est un laissé de survivor. Ok, Maître Ngefa, restons sur... je pose cette question. On nous a habitués ces derniers temps à ce que dès qu'un document, à peine il est signé, il se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà un document qui, on va dire, a attendu presque 2 mois avant de se retrouver chez Monsieur Tout-le-Monde. Comment comprendre ça? Qu'est-ce qu'on voulait? Est-ce qu'il y a un message derrière? 2 mois pour que le rapport se retrouve chez Monsieur Tout-le-Monde. Sur le timing. Je suis un peu gêné parce que quand vous prenez ce rapport, dès la première phrase, les rédacteurs vous disent que le président de la République, les ministres ont l'obligation, au regard des textes qui ont été pris, de rendre public ce rapport aussitôt qu'il est signé. Alors, vous avez vu que même le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a dû utiliser le marteau
pour réclamer une copie entière et parfaite de ce rapport. Alors, qu'est-ce qu'on cachait alors que la loi, alors que les arrêtés, les circulaires exigent que dès sa signature, ce rapport est rendu public pour attester de la bonne gouvernance. Alors, si on a caché... que 60 jours, c'est énorme. 60 jours... On cachait quelque chose, ouais, pour parler comme au quartier, on fuyait le MRC avec. Donc, mais bon, comme le MRC s'est fouillé, comme le MRC s'est fouillé, il l'a retrouvé, il est là. Tout le monde peut lire. Le MRC qui l'a mis dehors? Oui, c'est ce que j'ai appris lorsque j'empruntais le chemin pour arriver ici. On m'a dit que c'est les œuvres du MRC pour saboter la vie politique. Bon. Je suis heureux de savoir que le député Samuel Maud, qui est venu ici clamer haut et fort qu'on devait fermer cette chaîne, si on ne lui présentait pas les excuses, il soit assis, il va nous expliquer ce qu'il cachait. Merci. Non. Mais t'inquiète pas, je crois que... Merci. Restons dans le rapport. J'y suis. Oui, voilà. Honorable Maud, restons sur le timing d'abord. 2 mois, c'est énorme. Je vous ai dit, depuis un certain temps, à peine une signature à poser sur un document, parfois, la quête du sceau confidentiel, ça se retrouve déjà dans la... Là, c'est 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Déjà, je vous signale que si vous y voyez une signature quelque part, j'ai séché la signature, je ne l'ai pas vue. Comme pour dire effectivement, mais y compris dans votre introduction de tout à l'heure, vous avez trouvé un qualificatif à ce document qui prête à caution. Je voudrais préciser que, en ce qui me concerne pour l'heure, c'est un objet volant non identifié, sur lequel effectivement tout à l'heure on va discuter. Oui. Parce que... J'ai dit que ce n'est pas le rapport final. Hein? Ben justement, non mais j'en venais, c'est j'allais autour. Parce que selon que c'est un rapport provisoire, un rapport d'étape, un rapport final, le regard qu'on sera amené d'y porter va être totalement différent. Mais je voudrais également, à la suite de cela, préciser aussi que il donne la paternité de la divulgation du rapport au MRC, très bien pour la République. Mais je voudrais également dire qu'il y a une autre paternité qu'il faudrait tout de suite enlever. Il est bien précisé dans ce rapport-là, si vous l'avez bien lu, que la Chambre des comptes est amenée à faire ce travail-là en raison de la compétence qui est la sienne, de faire de ce dit dans un certain nombre d'institutions de la République, y compris également les sociétés parapubliques et donc également aussi les ministères. Mais aussi, il est précisé que de manière originelle, lorsqu'on a mis en place ce fonds-là, il était bel et bien précisé qu'il devait avoir des audits, en fonction également de ce que précisait l'ordonnance du président de la République 001 du 3 juin 2020, du décret également qui l'a accompagné, mais également de la note circulaire. Cette histoire également de rendre compte a été une préoccupation profonde de la représentation nationale, parce que lorsque nous avons reçu auditionner les ministres, notamment en commission de finances, nous leur avons posé ce problème de transparence, là, et effectivement, assurance nous avait été donnée de ce qu'il y aurait des audits. J'ai cru entendre qu'il y avait des gens qui se fondaient en commentaire en disant que grâce à un député que je n'aurais pas nommé ici, l'audit se fait finalement. Et donc, pour revenir sur ce premier point, pourquoi s'il est divulgué? Normalement, les choses de la République ne doivent pas être divulguées, tout au moins quand on s'en suit par le couloir officiel qui lui a été donné, le couloir réglementaire. Mais je serai peut-être à poser un certain nombre de commentaires tout à l'heure, mais tout en étant réservé. Réservé pourquoi? Parce qu'un rapport d'étape doit être apprécié comme tel. On fait des rapports d'étape en audit pour quelle raison? Pour 2 raisons principalement. Une raison, j'allais dire, vertueuse, qui consiste à dire, ça permet d'avoir déjà premièrement ce que nous appelons dans le jargon le contradictoire, et être sûr que couvrir, donner les assurances nécessaires à l'auditeur pour pouvoir exprimer une opinion. Parce que très souvent, nous avons pensé dans le cadre des audits, nous avons pensé que nous avons vu une anomalie. Sur la base des recoupements que l'on fait en interrogeant également la personne qu'on a auditée, on peut être souvent amené à les réviser. Mais également, cette démarche-là permet d'avoir une position aussi vicieuse. Souvent, lorsque j'ai vu quelque chose et que je l'ai confronté à l'appréciation de la personne qui a été auditée, ça me permet de voir déjà
si j'ai raison, si je peux fonder ma conclusion sur cette constatation qui a été faite, mais en même temps, je vois l'angle de la défense qui est la sienne. De manière vicieuse, donc je vais préparer un argumentaire de telle manière qu'il n'y ait pas d'échappatoire possible. Et dans tout ce que nous allons dire sur ce plateau, sur ce rapport aujourd'hui, il faut qu'on ne prenne pas de vue du fait que si c'est un rapport provisoire, il est à mesure d'être amélioré par la suite sur la base d'un certain nombre d'informations qui vont être données par les personnes qui ont été auditées et dont nous devons être réservés à la matière. Mais, bon, bien entendu, écoutez, ça n'a peut-être pas suivi la voie réglementaire pour sa publication, mais je peux vous assurer également, nous sommes des citoyens et nous avons une représentation nationale. Nous allons avoir ce rapport également, ça fera l'objet d'une étude particulière, tout au moins au niveau de l'Assemblée. Ça, c'est un engagement également, c'est même une obligation qui est faite par la loi sur le régime financier de l'État. Voilà, Marcel Olivier Ndié, l'honorable Mode dit que c'est un document non identifié, hein, oui, qui n'a pas suivi la voie réglementaire, donc il faut être mesuré. Hein. Oui, je le vois de la même... je pose le même regard dessus. Je suis souvent un peu gêné de voir la légèreté avec laquelle certaines personnes abordent des sujets aussi importants. Ce qui est le plus dérangeant, c'est qu'ils convoquent souvent les textes de la loi. Malheureusement, les érudits du droit de la loi ont cette manière d'orienter la lecture des textes vers les intérêts, leurs intérêts. Quand je le dis, nous ne pouvons pas ignorer que la Chambre des comptes, qui est un démembrement de la Cour suprême, la Cour suprême elle-même est régie par le principe de double arrêt. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un cas comme celui-ci, on peut sortir une première mouture. Maintenant, on va certainement consulter ceux qui ont été audités. On leur présente. Et puis, on va ressortir la mouture définitive. Donc, quand je parle de principe de double arrêt ici, il s'agit d'indiquer qu'il y a un rapport provisoire et il y a un rapport définitif. Oui. Si vous regardez bien, vous allez constater que c'est un rapport du mois de mars. Oui. Alors qu'il apparaisse aujourd'hui, voilà. Nous sommes en droit de croire que certainement, comme il s'agit d'une mouture, parce que c'est bien écrit, premier rapport d'audit. Alors, ça veut dire qu'il y a le rapport définitif. On peut donc sous-entendre que les 2 mois-là ont servi peut-être à présenter ça à ceux qui sont accablés, afin qu'ils aient la possibilité de se justifier. Donc, pour ma part, on ne devrait même pas être en train de discuter sur une mouture, parce qu'elle n'est pas définitive. Et en dehors de ça, nous devons savoir que la loi le dit, que lorsque la Cour suprême rend un rapport, ou la Chambre des comptes, ce rapport-là est présenté publiquement. Or, celui qu'on tire des tiroirs, sans qu'il y ait eu une communication officielle, nous sommes bien obligés de croire qu'en réalité, ce rapport-là n'a pas la crédibilité qui est souvent reconnue aux documents administratifs, aux différents arrêts ou bien des décisions. Donc, la lecture que moi, personnellement, je peux faire sur ce torchon, excusez-moi, parce qu'on est bien obligé de l'appeler ainsi. Il n'y a pas de signature, personne n'a endossé la responsabilité. N'importe qui aurait pu aller au quartier avec, en manipulant l'informatique, prendre par exemple l'entête et puis rédiger quelque chose et balancer pour incriminer des gens. Donc, la lecture que je fais ici, c'est que comme notre pays est dirigé par des réseaux mafieux de cooptation, de mentorat et de parrainage qui s'affrontent entre eux, on a donc l'impression que c'est peut-être un réseau qui a monté un document de nature à dépeindre des ministres en fonction. N'oublions pas que le chef de l'État a mis le remaniement ministériel en léthargie
et qu'il y a forcément des gens qui espèrent être nommés. Maintenant, dans ces différents réseaux-là, ils peuvent ressortir un document comme celui-là pour discréditer ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont aux affaires, et peut-être positionner leurs gens. Parce que on ne peut pas nier qu'au Cameroun, il y a des camps, il y a des réseaux qui s'affrontent au sein même de l'appareil gouvernemental. Donc, pour ma part, je termine là-dessus, je classe ce document dans la chemise des ragots, en attendant que la Chambre des comptes nous présente, comme cela est de tradition, que la Chambre des comptes nous présente un document de manière officielle. Okay. Et qu'on sache que voilà ce à quoi nous devons nous attenir. Emmanuel Kounié, c'est votre sentiment? Non, pas du tout. Vous attendez vous aussi que la Chambre des comptes fasse une sortie, une présentation pour... Non, je voudrais qu'on se dise les vérités. Parce qu'un rapport d'étape consiste à faire la lumière sur ce qui est fait jusqu'à une certaine période. Et la Chambre des comptes fera certainement un rapport définitif. Mais on fait un rapport définitif à la fin d'une opération. On ne fait pas un rapport définitif au cours d'une opération. Parce qu'il y a un processus qui est enclenché. La riposte contre la Covid-19, il y a des financements, on va continuer à travailler. Donc ce rapport d'étape, et puis je voudrais prendre un exemple très simple pour battre en brèche tout ce qui a été dit par rapport à ce rapport. Vous avez vu par exemple le document de stratégie pour la croissance des emplois qui était le document de notre programme économique. En 2014, on a fait un rapport d'étape. Sur la base de ce rapport d'étape, on a décidé de mettre sur pied des programmes d'urgence. C'est un rapport d'étape. On ne devait pas attendre 2020 pour dire qu'il faut attendre que la période s'achève pour qu'on fasse un rapport. On a fait un rapport d'étape. Donc ici, c'est un rapport d'étape qui retrace ce qui a été fait jusqu'à date. Bon, maintenant, est-ce qu'il fallait conclure ça et mettre les signatures? Voilà, ils disent qu'il manque de signatures. Non, bon, les signatures... Est-ce que le document que vous avez... des déclarations... Oui, de toute façon, ce document a été commandé. Le SGPR, le ministre a donné des instructions... donner des instructions. Lui, il voit un camp. Non, ils n'ont qu'à avoir 50 camps. Ça ne nous intéresse pas. Ça peut arriver par rapport Ça ne fait rien. Il y a eu quelqu'un, il y a eu le secrétaire général de la République qui a répercuté les instructions du président de la République au ministre de la Justice pour lui demander même d'ouvrir des enquêtes pour ceux qui seront considérés comme ayant, n'est-ce pas, distrait les fonds publics. Ça veut dire que ce rapport est pris en compte. Si le président de la République demande qu'on ouvre une enquête judiciaire, sur une procédure judiciaire, sur la base de ce rapport, et quand il vient ici nous dire que c'est un tract, c'est un torchon, c'est un machin, alors où est-ce qu'on est? Donc soyons sérieux. De toute façon, ce rapport, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit signé ou pas, a été pris en compte par la plus haute autorité de l'État. Puisque le secrétaire général président de la République a demandé au ministre de la Justice d'ouvrir une enquête. Et puis, le ministre de la Justice a demandé qu'on lui donne certains éléments. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien eu. Soyons sérieux. Donc, moi, je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. Et il a été dit que les fonds étaient distraits. Il y a des choses qui sont dites dedans, que vous ne pouvez pas nous dire que ça n'existe pas. On dit par exemple que Madame le ministre de la recherche scientifique nous a dit qu'elle pouvait produire les chloroquines et quoi, les comprimés, qu'on avait des structures pour le faire. Et quand il a eu les 4 milliards de poussières, elle allait acheter les comprimés en Inde. Mais qui assume ce postulat? C'est ce qui est dit dans le rapport. Qui assume le rapport? Mais on dit que c'est la Chambre des comptes, cher monsieur. Et puis le SGPR reconnaît que ce rapport existe. Et il reconnaît avoir transmis ce rapport au ministre de la Justice. Vous n'allez pas dire que personne n'assume ce rapport. Vous n'allez pas faire des supputations à tout vent. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que ce rapport n'existe pas. Ou bien dire que ce rapport, c'est rien, c'est des ragots. Non. Il faut qu'on soit sérieux. Autrement dit, tout ce qui est en train d'être dit là, tout ce qui est en train de faire, toutes les correspondances que nous voyons du SGPR au ministre de la Justice, du SGPR au Premier ministre, tout ça, c'est des ragots. Non, soyons un peu consistant. Donc moi je pense qu'il faut qu'on rentre à l'intérieur de ce rapport pour voir ce qui se passe et ce qui est fait et qu'on ne dise pas qu'il n'y a rien du tout. Ça, je ne suis pas d'accord. Oui. Ok, d'abord maintenant, c'est Jalin. Vous savez, ce qui tue ce pays, c'est le petit mensonge qu'on laisse passer parce que celui qui véhicule le mensonge est supposé être l'expert, est supposé être l'esprit. D'abord, monsieur le député, est-ce que ça, c'est un rapport d'étape? Vous êtes l'expert. Deuxième chose. Je vais finir. Non, allez-y. Moi, je lis premier rapport d'audit. C'est écrit synthèse du rapport général.
un rapport d'étape n'est pas une synthèse. Vous êtes l'expert, dites ça au peuple. Deuxième chose, c'est écrit synthèse du rapport général. Ça veut dire que mars 2021. Tous les rapports d'étape ont été établis. 1. Première constance. 2. Ce qu'on recherchait a été consigné dans un rapport qu'on appelle le rapport général. Maintenant, pour présenter cela au public, pour être conforme à ce qui est dit, c'est-à-dire pour être conforme tant à l'ordonnance, tant aux arrêtés et aux circulaires, il faut informer le peuple. La Chambre des comptes sort ce qu'on appelle la synthèse du rapport général. Donc le premier mensonge que vous devez évacuer de vos cerveaux, vous qui nous regardez, nous n'avons pas affaire à un rapport d'étape. Maître. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Oui, c'est tout, mais... Deuxième chose, le deuxième mensonge que vous devez évacuer de vos cerveaux pour qu'on soit dans le sujet, c'est qu'il ne s'agit pas d'un torchon, il s'agit de la synthèse d'un rapport général. Et quand on dit synthèse, ça veut dire résumé. Si c'était en anglais, on dirait de summarize. Hein? Il faut que ce soit clair. Un résumé n'est pas un rapport d'étape. Je le dis bien, un résumé n'est pas un rapport d'étape. Si c'est dit, c'est qu'on a clochardisé les esprits. Alors, revenons donc à l'affaire. Est-ce que je peux me moquer? Est-ce que je peux me moquer des dignes magistrats qui composent la Chambre des comptes? Qui suis-je? Qui de nous ici a réussi ce concours pour oser dire qu'il s'agit d'un torchon? Non. Ce qui manque à ce pays, c'est l'honnêteté, c'est la finesse, c'est la responsabilité pour respecter ceux qui sont à leur place. Je ne dirais jamais un député, c'est un fiefé. Non. Il a été élu. Même si ceux qui l'ont élu tel qu'ils l'ont élu. Entre-temps, vous m'avez traité de menteur. Mais lorsque vous venez en expert, vous avez une synthèse, vous dites que c'est un rapport d'étape. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? J'espère que je vais avoir Vous allez expliquer. Oui. C'est tout. Ok, allez-y donc, honorable. Très bien. Bon, premièrement, le raisonnement par exemple, à mon avis, il est biaisant. Et très souvent, le raisonnement par exemple également nous amène à trouver nous amène à des conclusions très souvent qui ne sont pas soutenables. Il parle du DSE, nous sommes en train de parler de rapport d'audit. C'est vraiment deux choses. C'est un exemple, cher monsieur. Non, mais c'est pour ça que je vous dis effectivement que le raisonnement par exemple, voilà. pour moi, il ne me sied pas beaucoup. Oui, on peut raisonner par analogie. Oh là là. Voilà, allez-y. Très bien. Un rapport d'audit, on parlait de rapport d'audit. Je vous ai dit de manière vertueuse et de manière vicieuse, on émet un rapport provisoire, appelez-le comme vous voulez, qui permet d'avoir une consolidation des arguments des uns et des autres. Je pense qu'en tant qu'auditeur, j'ai fait des audits, j'ai contrôlé tel ou tel aspect de la chose, je suis arrivé à un certain nombre de constatations, je vais avoir une idée bien plus claire de ce que j'ai vu, a été réellement vu, et effectivement ça existe, de manière vertueuse. On confronte des idées par rapport à la personne qui a été... Parce que lui, au moins, il a été l'ouvrier pendant la période, il peut m'apporter des arguments contraires qui me permettent de modifier le jugement que j'avais dans tel ou tel domaine. De manière vicieuse également, je l'interroge pour pouvoir être sûr que ce que j'ai vu a été réellement vu, et principalement également, je vois quelle est sa ligne de défense. Pour ne pas céder à un dilatoire quelconque, je vais faire un argumentaire de telle manière qu'il n'est pas d'échappatoire par rapport aux angles d'attaque que lui-même il a élaborés. Et également, dans ce métier-là, il y a un certain nombre de codes. Un rapport provisoire ne peut pas donner lieu à signature, parce qu'il n'est que provisoire. Il peut également avoir des noms des auteurs qui l'ont élaboré, mais vous ne verrez jamais sur ce rapport provisoire-là une quelconque signature. La deuxième chose, c'est pour cette raison-là que le rapport que nous avons par devers nous n'a pas été signé. La deuxième chose également, lorsque nous émettons un rapport en audit, il y aura toujours un rapport général dans lequel sont détaillées l'ensemble des constatations et une synthèse. La synthèse, elle a pour but de faciliter la lecture du rapport général. Et c'est pour ça qu'on vous dit effectivement qu'il y a un rapport, il y a une note de synthèse. Ça, c'est une note de synthèse. De telle manière que lorsque... Voilà, du rapport général. Donc, il ne s'agit pas d'un rapport d'étape. Maître Kenye. Voilà. Pardon, Maître Ngefak. Moi, j'aime être précis. Oh, attendez. Que ce soit le rapport définitif, que ce soit le rapport provisoire,
vous allez tout avoir cette situation-là en deux parties. La synthèse d'abord, le détail après. Le détail a pour but de donner, dans le moindre détail, comme il est dit effectivement, l'ensemble des constatations qui ont été faites. Dans la synthèse, on voudrait tout simplement, nous avons trouvé une anomalie de tel chiffre à tel montant. Et vous irez. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une note de synthèse qu'on va lui accoler le caractère définitif. Vous allez avoir une note de synthèse aussi bien dans le rapport d'étape que dans le rapport définitif. Et donc, en ce qui me concerne, je pense que... Et d'ailleurs, quand vous voyez la littérature qui surgit à la suite de cette publication-là, vous avez des gens aujourd'hui qui sont en situation de défense. En disant, sur tel ou tel aspect, nous avons donné un certain nombre d'éléments qui a fait que tel grief qui avait été mentionné dans cette... Il y a des ministres qui sont déjà passés, a été effectivement qui sont en train de se justifier. Ah, voilà. Par rapport donc, si on est en train de se justifier par rapport à ça, c'est fini. Vraiment, ça conforte que c'est un rapport d'état provisoire. Et c'est pas intention, je crois qu'on peut rectifier ça. Oh, c'est pas moi qui ai oublié non, personnellement, ce sont des hauts magistrats qui non, vraiment, je ne voudrais pas, je ne peux pas retirer mon mot. Non. Je dis que je ne peux pas retirer mon mot. Pourquoi? Première question. Qu'est-ce qui rend un document administratif authentique? Je pense qu'il y a quand même la signature, il y a quand même les cachets, il y a tout ce qui accompagne l'authenticité d'un... De manière générale, on ne signe pas un rapport provisoire. Oui, même si en audit. Oui, mais je suis d'accord. Même si on ne le signe pas. Mais tout au moins, le site dans lequel le document a été publié devrait être le site de la maison qui l'a produit. Or, nous avons spontanément... Le rapport provisoire ne peut pas faire également l'objet de communication parce qu'il n'est que provisoire. Il n'est que provisoire. Y compris également pour... Il ne devait même pas se retrouver. Non, on dit synthèse du rapport général. C'est bien écrit. Je dis que... Et l'honorable a dit les détails après. Ni un rapport provisoire, c'est une synthèse générale. Synthèse du rapport général. Mais vous oubliez aussi de dire que... Vous oubliez aussi de dire que Honorable a indiqué que les gens sont en train de se justifier. Oui, bien sûr. Cela veut dire donc que... Il y a plein de ministres qui disent qu'ils n'ont pas reçu un seul copain. Ça veut dire donc que si on s'appuie même sur ce document, mais il y a ne serait-ce que la présomption d'innocence. Bien sûr. On doit donc laisser ces gens qui sont accablés dans ce document se justifier. D'où vient-il que un député prenne sur lui de demander la démission des membres du gouvernement sur un document qui est provisoire? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai posé la problématique de la conspiration. Est-ce que, comme on sait, la plupart des députés, des hommes politiques au Cameroun sont des hommes d'affaires? Qu'est-ce qui vous prouve que ce député n'est pas allé demander à avoir des marchés là-bas qui ne lui ont pas été donnés et qu'il a décidé de dépeindre ce ministre? On peut aussi voir ça sous cet angle. Parce que sur quelque chose qui est provisoire, qui n'a pas fait l'objet d'une communication publique ou d'une diffusion dans le site même de la Chambre des comptes, on a spontanément vu un document qui est apparu dans les réseaux sociaux comme ça, et puis boum, ça s'envole, les gens commencent, il faut demander la démission de tel, il faut demander la démission de tel autre, on peint le gouvernement en noir. Ça n'a pas de sens. Soyons quand même sérieux, soyons mesurés dans les actes que nous posons. Il s'agit de notre pays. Quelle image nous donnons au peuple camerounais en tirant, en exhumant des documents qui ne sont pas rendus publics officiellement et en les mettant dans les réseaux sociaux? Non, ça n'honore pas l'image du Cameroun. Et de surcroît, un député, lui qui habite dans le creuset de l'élaboration des textes de la loi, qui sait que le principe de la présomption d'innocence est un préalable en justice, en droit. Tout le monde a droit à la présomption d'innocence. Mais alors, s'il se retrouve à dire que sur la base de ce document, qui n'est même pas encore officiel, il faut que les gens démissionnent, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Est-ce que ce n'est pas une volonté de nuire? Parce qu'on connaît le degré de nuisabilité de ces gens. Il n'est pas le seul, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit au moins 5 minutes, ils iront en prison. Non. Quand vous voyez seulement... Non, il a présumé. Il a présumé qu'au moins 5 minutes, sur la base de quoi? Si ces ministres apportent des éléments justificatifs qui prouvent que ce sur quoi on les accuse dans ce document, si jamais il se trouve qu'ils réussissent à justifier,
Et est-ce qu'ils iront encore en prison? Je dis que nous devons nous abstenir de débattre sur des décisions de justice qui ne sont pas définitives. C'est de ça qu'il est question. Emmanuel Kounié, dans cette synthèse du rapport général, on comprend, on nous fait savoir que le ministère de l'Éducation de base et le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, ils n'ont pas accepté, on va dire comme ça, travailler avec la Chambre des comptes. Quelles conséquences? Oui, moi je crois que ce n'est pas normal. De toute façon, si c'est la Chambre des comptes, tout le monde est appelé à se soumettre, n'est-ce pas, à une réquisition de la Chambre des comptes. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que on ne doit pas venir ici nous dire qu'il y a la présomption d'innocence. Il y a combien de prévenus en prison? Des gens qui sont présumés, qui ont la présomption d'innocence, mais qui sont... Quand il s'agit des membres du gouvernement, oui, on oublie ça. Il faudrait éviter les membres du gouvernement, quand un membre du gouvernement est soupçonné. Ailleurs, il démissionne d'abord pour se mettre à la disposition de la justice. Parce que comment voulez-vous convoquer le membre du gouvernement avec son gendarme et au TCS? Quand ils arrivent là, on convoque le Premier ministre au TCS? Tout ça, c'est des pratiques qui n'existent pas en République. Vous comprenez, cher monsieur? Ça n'existe pas en République. Donc, quand vous êtes soupçonné d'avoir posé des actes de cette nature, la première des choses, c'est que vous rendez votre tablier et vous mettez à la disposition de la justice. Ouais. C'est comme cela que les hommes civilisés... Non, c'est ce que nous voyons pas. C'est la pratique républicaine dans la République normale. Sauf si vous êtes dans la République bananière. Donc, vous êtes accusé. Vous voyez les ministres qui ont leur charge, qui sont alignés au TCS. Moi, je me suis même demandé si on les a seulement raflés. C'est un rafle que vous avez organisé pour ramasser les ministres dans leur bureau. C'est quoi cette histoire-là? Mais finalement, quand les ministres vont en prison parce qu'ils sont accablés, généralement, on les décharge de leur fonction. On les décharge leurs fonctions avant de les convoquer. Si vous voulez, vous n'avez qu'à voir. Il y a un qui a été qu'on a essayé de mettre au tribunal, c'est le président de la République lui-même qui a demandé qu'on le fasse sortir rapidement. De toute façon, cette pratique est une pratique absolument anormale. Donc vous ne pouvez pas nous dire que s'ils sont soupçonnés, il faut qu'on attende. S'ils sont réellement soupçonnés, c'est-à-dire que si les soupçons sont clairs, puisque quand le secrétaire général de la présidence de la République demande qu'on ouvre une enquête judiciaire, ça veut dire que lui, il estime qu'il y a problème. Et parce qu'il estime qu'il y a problème, la personne qui est concernée, qui est membre du gouvernement, doit se décharger pour être un citoyen simple devant la justice. Parce que quand il vient en tant que ministre devant la justice, il influence la justice, fatalement. Donc vous ne pouvez pas penser que parce qu'ils sont des ministres, normalement, si on peut les mettre en prévention, on peut les mettre en détention provisoire, mais on ne peut pas le faire maintenant parce qu'ils sont membres du gouvernement. Donc ils sont privilégiés et nous devons tous être égaux devant la loi. Ok. Maître Nkefa, justement sur ce problème, c'est depuis ce matin, ça garde beaucoup, oui. Est-ce qu'un ministre doit se présenter comme ça, ou bien il devrait d'abord être déchargé? Avant d'arriver à ce niveau, je vais d'abord évacuer une incompréhension. Ça jase beaucoup sur le caractère public ou bien la publicité qui est autour de cette affaire. Je préfère me référer au texte. Le 3 juin 2020, le président de la République a pris l'ordonnance numéro 2020-01. Le Premier ministre, lui, il a signé le décret 2020-32-21, le 22 juillet. Et le ministre des Finances a pris une circulaire numéro 220, le 22 juillet, lesquelles exigent l'audit indépendant des fonds spéciaux pour gérer ce Covid et la publicité de ces audits. Voilà les trois textes qui lèvent l'exception de discrétion, ou bien l'exception de secret. Le président de la République a dit qu'il n'y aura pas de secret. Le Premier ministre a dit qu'il n'y aura pas de secret. Le ministre des Finances a dit qu'il n'y aura pas de secret. Les audits doivent être rendus publics. La question qu'un homme normal, dans une république normale, devrait se poser, pourquoi les trois là décident que les audits doivent être rendus publics, c'est-à-dire mis à la disposition du plus petit? La réponse coule de source pour que la bonne gouvernance soit perçue, pas devinée, perçue, vue, observée par tout le monde. Marcel Olivier a un problème, il dit la manière avec laquelle ça arrive chez monsieur tout le monde. Première des choses. Oui. Comment ça fait pour arriver? Si cela est su, oui. Ça c'est un autre problème. Maintenant, comment cela ça fait pour arriver? Est-ce qu'on est d'accord que ce document émane de ceux qui avaient qualité ou bien qui ont qualité pour rédiger? Si c'est ce document,
alors la loi dit, eux, ils doivent mettre ça dehors. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Non. Qui a mis dehors? Non. Le problème reste, comment on met ça dehors? Non. La question, comment on met ça dehors? On ne communique pas sur quelque chose qui est provisoire. S'il vous plaît. Tout à fait. Moi, Pas de publicité. vous savez, Il moi, n'y a pas de publicité. je ne devine rien. La loi qui organise le fonctionnement de la Chambre des comptes dit que quand la Chambre des comptes prend une décision comme celle-ci, rédige un document comme celui-ci, il met à la disposition du procureur général. Le procureur général, c'est le bras séculier de l'exécutif dans le milieu judiciaire. C'est lui qui transmet au ministre pour lui dire « j'ai reçu ». Voici ce qu'on en fait. Mais la loi dit dans ce cas-ci, le secret qui entoure l'information judiciaire est levé. Parce qu'on dit, on rend public cet audit. Ce qui vous gêne, ceux qui n'aiment pas qu'on voit leur tard, ceux qui ne veulent pas lire ces lois, qui disent que ces rapports doivent être rendus publics. C'est tout. Non. C'est pas moi qui dis. Hein. Non, vous avez le rapport, tantôt vous dites que ça vient de la Chambre, tantôt c'est un torchon, tantôt ce n'est pas eux. Alors à vous de vous comprendre. Est-ce que ça vient de la Chambre? Si ça vient de la Chambre, alors la loi qu'ils ont citée dit que ça doit être rendu public. Tout à fait. Voilà. Ça doit être rendu public. Sauf que vous-même, vous venez de dire tout à l'heure, vous avez décrit le cheminement pour mettre un document à la disposition du public. Vous avez décrit. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que les différents tests que vous venez d'énumérer lèvent le secret? Est-ce que c'est pour autant que n'importe qui va prendre un document quelque part, il le met dehors, que cela doit être considéré comme étant... Mon cher dit, qui a mis ce document dehors? C'est la question. Vous avez dit que C'est justement... C'est justement... Vous avez dit Je suis venu avec ma personne qui a mis le document dehors. C'est justement là le grand problème. Non, vous comprenez? C'est-à-dire que, je prends un exemple. Moi, je suis Marcel Olivier Ndi. Quelqu'un débarque au quartier, il me présente un document, un décret. Il dit, le président de la République vient de vous nommer ministre. Vous voulez que je croie à ça? Non, vraiment, dites-moi si vous voulez que je croie à ça. Est-ce que nous sommes... Moi, non, vraiment, dites-moi si vous voulez. Tu ne peux pas être nommé ministre. Je n'ai pas dit que je ne peux pas être nommé. Je n'ai pas dit, non, je n'ai pas dit que je ne peux pas être nommé. Je n'ai pas dit que je ne peux pas être nommé ministre. Ce que je pose, la question que je pose, Maître Augustin Guépard, la question que je pose, c'est est-ce que si un jeune homme débarque avec un décret, Marcel Olivier dit, vous êtes nommé ministre, il me tend un document, je reconnais même la signature du président de la République. Vous voulez que je croie à ça? Voulez-vous que j'aille m'installer au ministère? Marcel, permettez. Honorable Mout, vous-même vous l'avez dit, et c'est vrai, beaucoup de ministres, certains ministres sont en train de se justifier. Sur la base de quoi donc? Si vous mettez en doute cette synthèse du rapport général. Je n'ai pas remis en doute. Vous avez parlé d'un objet volant non identifié. Parce que je voulais qu'on me précise. Comment des ministres se trouvent donc à se justifier? Non. Certains disent même qu'ils n'ont pas reçu un seul copec. Écoutez, quand je vois l'entête République du Cameroun, il me semble effectivement que ça vient de la Chambre de compte parce que j'ai eu à traiter ce nombre de documents qui viennent là-bas. Voilà. J'ai dit objet volant non identifié, c'est pourquoi on me précise si c'est un rapport définitif ou un rapport provisoire. Si c'est un rapport provisoire, nous aurons de la peine à poser des analyses objectives. Non, on dit synthèse du rapport général. D'accord. Et à ce moment-là, c'est tout simplement cette précision-là que je demandais. Et effectivement, en matière de publicité également, un rapport provisoire, par essence, c'est également un document de travail intermédiaire sur lequel on ne peut pas communiquer. Je vous ai parlé tout à l'heure de démarches vertueuses et vicieuses. Écoutez-moi très bien. Un auditeur qui balance à la place du monde un certain nombre de constatations qui ne sont pas sourcées, confrontées, et qui, par la suite, est démenti par la réalité des faits, il perd toute forme de dignité qu'il pourrait avoir, de sérieux en la matière. C'est pour cette raison-là que ce chemin-là, il est étroit, mais il est important de le suivre. Je pense avoir vu quelque chose. Je voudrais, sur la base de la confrontation avec la personne que j'ai auditée, qu'il y ait une certaine, confirmation de ce que j'ai constaté.
Ça peut être confirmé. Si c'est confirmé également, je passe à l'autre face. Je vois l'angle de défense qui est la sienne. À ce moment-là, de manière vicieuse, je prépare un argumentaire qui permet qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Après, parce que là également, c'est un problème de fierté aussi. Lorsque vous avez attrapé quelqu'un sur une infraction, quand vous l'avez envoyé en justice, vous n'avez plus maître de la procédure. C'est dans la conclusion que vous allez élaborer, sur la base des arguments que vous avez vus qu'il est en train de vous opposer, que vous allez avoir une procédure effectivement qui va couronner de succès le travail que vous avez mené. Et c'est pour cette raison-là que je vous dis tout simplement, certes, on nous a servi un document, mais en fonction du qualificatif que nous allons donner à ce document-là, les points de vue, les arguments que nous pouvons avoir, les positions, les postures dans l'analyse que nous devons poser par la suite peut évoluer. S'il y a aujourd'hui des ministres, j'ai vu tout à l'heure, sur une histoire de, je sais pas moi, de Mercurial, j'ai vu qu'il y avait un ministre qui disait, mais il n'a pas bien lu, il n'a pas bien lu la Mercurial. Et donc, on arrive à ce genre de choses. Écoutez-moi très bien. Vous pensez que ça va être très honorable pour un haut magistrat de ce rang-là de dire, par exemple, qu'il s'est trompé de ligne? Non, c'est pour cette raison qu'il doit aller voir la personne et sur la base de la confrontation, au lieu de la ligne 2, vous aurez dû dire la ligne 3, c'est de ça qu'il s'agit effectivement. Le prix tel qu'il a été affiché dans les contrats que nous avons signés est un prix qui est conforme à la Mercurial. C'est pour ça que ce travail-là, il est nécessaire. Maintenant, bien entendu, écoutez, je ne suis pas en train de faire une cabale, c'est constant. Le président de la République l'a rappelé à plusieurs reprises. S'il y a quelqu'un qui est pris la main dans le sac dans ce genre de manifestation, il doit rendre gorge. La première chose. La deuxième chose également, c'est plus ou moins constant que le président de la République a dit en ce qui concerne ce septennat, ce sera certainement le septennat qui va couronner sa carrière politique. Et pour cette raison-là, lorsqu'il y a, je voudrais seulement qu'on soit réservé, mais s'il y a par la suite des constatations, il y a un certain nombre de gens, effectivement, qui, malgré les avertissements qui ont été donnés par ailleurs, quand ici, ces articles-là, lui, ce qui l'intéresse, c'est la publicité. Mais c'est des dispositions qu'on avait prises dès le départ, en disant qu'il y aura transparence totale dans cette opération-là, et que de toutes les façons, la personne qui va s'écarter, il va être confronté aux affres de la justice. Et ça, effectivement, c'est une constante. Emmanuel Kounié, on le voit depuis quelques jours, hein, il y a des journaux, plein de journaux aujourd'hui, plein de parutions. On voit des têtes des ministres qui se justifient par rapport à tout ça. Oui, mais ça prouve quelque part que ce document... Qui a dit que les ministres se justifient? Non, non, il y a plein de ministres qui disent qu'ils n'ont pas reçu un seul copec, contrairement. Qui a dit? Bon, mais, des ministres. Ils ont fait des déclarations à la presse. Oui. Je voudrais vous dire que M. Ndi et M. Maud nous ont pris dans un piège. C'est-à-dire qu'ils nous ont gardés dans la périphérie du sujet. Nous allons finir l'émission, on ne va pas parler de ce rapport. Et à ce stade, on nous reste là. D'ici le rapport, pas un piège. Le rapport est passé par quelle voie, etc. Il nous tourne en bourrique. Et je crois qu'il faut rapidement qu'on sorte de là. Parce qu'il est établi ici aujourd'hui que ce rapport, c'est un rapport d'étape, un rapport provisoire, appelez-le comme vous voulez. Mais je dis que dans ce rapport, des gens sont soupçonnés. Et quand les gens sont soupçonnés à ce niveau, ils doivent pouvoir, n'est-ce pas, se mettre tranquillement à la disposition de la justice. Le mot de soupçon, il est terrible. Oui, ils sont soupçonnés. Ils sont soupçonnés. Et en plus, vous prononcez ça à côté d'un avocat. Oui, je dis enfin, peut-être qu'ils sont présumés innocents. Si on commence à faire des poursuites à part les soupçons, je ne sais pas là où on en est. Attendez, qu'est-ce que vous appelez soupçons? Non, ce n'est pas les soupçons. C'est quoi? On estime qu'ils ont fait une faute. Peut-être ne l'ont-ils pas fait, mais toujours est-il que... On estime. On estime. Oui, on estime. Et quand c'est le cas... Merci Emmanuel. On revient un peu, c'est annoncé. Dans un instant, dans le 20h de Julien Berthé-Bissaï, après le début du journal, mais tout de suite, une page de pub. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Toujours en compagnie de Maître Augustin Gueffac, Marcel Olivier Ndi, l'honorable Samuel Motte et Emmanuel Kounié. Emmanuel Kounié, voilà l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui demande que des têtes tombent dans le gouvernement. Je crois que c'est l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui est dans la bonne voie. Il a commencé ce travail depuis très longtemps. C'est vrai que c'est un grain de diamant dans un panier de sable, mais c'est quand même un grain de diamant. Donc il faut... Oui, c'est un grain de diamant dans un panier. Parce que les autres députés, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Ils sont là, ils jouent aux amuseurs publics, ils applaudissent. Et non, vous n'allez pas dire ça. Non, ils ne font rien. Nous avons la chance d'avoir un député sur ce plateau. Je suis au regret de vous dire qu'ils ne font absolument rien là-bas. Non. Parce que si il y avait une bonne poignée de personnes comme Jean-Michel Nietzsche dans cette assemblée,
beaucoup de choses pourraient bouger. Je crois que nous sommes unanimes ici autour de ce plateau, sur ce plateau, pour reconnaître que Jean-Michel Niché a été la première personne qui s'est levée contre les malversations qu'il a perçues dans cette affaire, et il l'a dit, il a fait connaître, il a fait savoir à tout le monde que la gestion de ces fonds n'était pas gérée de manière orthodoxe. Okay. Il a dit, il a crié, il a dit tout ce qu'il a pu, il a même fait des rapports qu'il a rendus publics. Je crois que la Nouvelle Expression a même publié, n'est-ce pas, le rapport de Jean-Michel Niché aujourd'hui. Les événements lui donnent raison. C'est vrai que les gens vont dire que non, c'était prévu qu'on devait faire des audits, qu'on devait faire ceci, cela, mais il a été au moins, il a le mérite d'avoir été la personne qui a lancé l'alerte en son temps. Et puis il faut noter que c'est toujours l'opposition qui arrive à pousser le gouvernement, n'est-ce pas, à faire quelque chose. Vous vous souvenez avec l'affaire de Mouchipou, c'est encore les députés de l'opposition qui avaient déclenché ce problème, n'est-ce pas, à l'Assemblée. À l'époque, ils étaient plusieurs, c'est allé très vite, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à l'honorable Niché pour le travail qu'il a fait, et nous pensons que les autres députés, au lieu de passer le temps à faire semblant de se moquer de ce que Jean-Michel Niché fait, devrait faire aussi quelque chose. Parce que ce qui est en train d'être fait là, qu'il le veuille ou pas, doit être mis à l'actif, n'est-ce pas, de l'honorable Jean-Michel Niché. Et je crois que les Camerounais le savent, et c'est une bonne chose. Et ça prouve que, bon, une seule personne peut quand même pousser le bouchon. Okay. Mais on aurait souhaité que les autres se manifestent, qu'ils fassent quelque chose, au lieu d'aller, n'est-ce pas, transformer notre Parlement en un endroit où il n'y a que des applaudissements. Merci. Voilà, il y a la nouvelle du soir. C'est un problème. Merci. Honorable Samuel Motte, vous comprenez, lorsque les gens pensent que Jean-Michel Niché est le seul véritablement à faire bouger les lignes. Comment vous sentez-vous en tant qu'élu de la nation, élu du peuple? Jean-Michel Niché, député à la presse écrite, à la radio, à la télévision et sur Internet. Je l'ai rarement vu à l'Assemblée en plus. Il joue en la matière. C'est que La Fontaine décrivait bien dans la fable que vous connaissez, le cocher et la mouche. C'est-à-dire que pendant que le coach à télé, le cocher lui-même s'évertue à labourer le champ, il y a une mouche qui pique par-ci, bourdonne par-là, et qui pense que c'est lui qui fait faire le travail. Maître Kenya a eu la hauteur d'esprit de Maître Nguefa, pardon. Mais a eu la hauteur d'esprit tout à l'heure de vous signer la batterie de textes qui a été votée et qui accompagne également, qui encadre ce processus-là, effectivement, de la gestion de Covid. On vous dit effectivement qu'il y a une ordonnance qui a été signée par le chef de l'État. Il y a également un décret qui a été signé par le Premier ministre. Il y a une circulaire qui accompagne le ministère des Finances, qui accompagne également le dispositif, qui dit effectivement qu'il y aura des audits. On n'a pas attendu ces cris Après coup, monsieur. Non, il y aura des audits. Je dis après coup. L'audit. Oh là là, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020 quand c'est signé, dès le mois de juin. Ça a été signé. Au moment même où on met en place ce poste spécial. Et je vous dis également, quand je vous dis que je le vois jamais à l'Assemblée nationale, une interrogation de la plupart de la représentation nationale. Quels sont les éléments de transparence qui vont accompagner ce processus-là également pour que les gens... Mais également, revenons sur les fondamentaux. Au regard des moralisations, on n'a pas attendu déjà M. Niché pour pouvoir le dire. Quand le président de la République dit aussi, les gens qui attendent à la fortune publique vont rendre gorge également, ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais je vous dis également que c'est une pertinence centrale pour le plan de la République. Il va en faire également une lumière. Et en l'espèce, là on parle de plus en plus tout simplement du rapport de la Chambre des comptes. Il y a également un second audit qui lui est géré par le contrôle supérieur de l'État. Ce qui veut dire qu'également qu'on veut qu'on ait l'information la plus pertinente au monde, croisée, recoupée, de telle manière à ce qu'on puisse prendre des dispositions. On n'a pas besoin effectivement de faire le bruit autour de cela. Pour ce qui est de ce qui a été annoncé là tout à l'heure, effectivement, si après apurement, après prise en compte d'un certain nombre d'observations qui seront remontées par les gens qui ont été audités, il reste quand même des échecs, des choses à les reprocher, je vais vous dire évidemment, vous pouvez faire confiance aux institutions républicaines également pour que les conclusions puissent être tirées. Merci. Permettez, on va d'abord mettre Nguefa et Marcel Olivier dit. Permettez, on va prendre la direction de Banganté. Nous avons beaucoup parlé de Banganté sur ce plateau Equinox Soir et nous accueillons ce soir le nouveau maire de Banganté, Monsieur Eric Emeignat. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Dire ouf ce soir? Oui, ouf.
que les choses se soient bien passées finalement. Vous avez été élu hier, 22 voix pour vous, 18 voix, 18 bulletins nuls. C'est un score assez parlant quand même. Orientez-vous dans vos priorités. 11 voix, 11 bulletins nuls. C'est quand même parlant. Voilà. Disons, mes priorités justement, c'est de remettre tous les conseillers, car nous sommes dans la même famille, donc on se remet tous ensemble et les querelles d'hier, qu'on les mette derrière et qu'on se penche plutôt sur l'avenir. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble pour pouvoir développer notre belle commune. Monsieur le maire, pendant 17 jours, la ville de Banganté, vous avez tenu en haleine l'opinion nationale. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas songé à jeter l'éponge? Parce qu'à un moment, on a senti que le débat tendait beaucoup plus à vous faire un procès par rapport à votre patronyme. Non, au contraire. Justement, c'est ce qui me motivait un peu plus, parce que je pense que je suis plus qu'un Niat, je suis aussi Eric. Et tout le monde vous le dira à Banganté. Les actions que j'ai menées vers les populations sont nombreuses. Je suis très impliqué dans la vie sociale de mon village. Je pense que mes populations le reconnaissent bien. Donc c'était un faux débat, mais qui devait visiblement se poser. Et je pense que ça a été tranché. Donc c'est tout bénéfique. Et maintenant, on doit regarder vers l'avant et se mettre ensemble en ordre de marche dans notre famille politique aussi. Et contribuer au développement de notre beau pays. Eric Emeniat, c'est quand même une histoire, votre histoire politique continue de s'écrire. Entre 2013 et 2020, vous avez été 4e adjoint pendant que Mme Célestine Ketchakoutes était maire. Après, lorsqu'elle rentre dans le gouvernement John Gouté le 4 janvier 2019, vous devenez 4e adjoint lorsque Dr Jonas Kwamo passe maire. Aujourd'hui, depuis hier 19 mai 2021, vous êtes maire de Banganté. Est-ce que l'histoire va s'arrêter là pour Eric Niat? Après maire, ce sera quoi? Dieu seul le sait. Pour l'instant, je suis maire et je m'en contente. Je vais autant que possible. Vous savez, c'est une responsabilité qui est énorme. Banganté n'est pas une petite ville. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une continuité à faire du travail qui était fait auparavant par le feu maire Kwamou, par Célestine Ketchakoutes, par le maire Niat Marcel Difendi, par le maire Tchatchoua Thomas. Donc, c'est une continuité. Nous devons tous contribuer au développement de notre belle cité, de notre belle ville, de notre belle commune, et s'assurer que nos populations sont contentes. Je crois que c'est de ça dont il s'agit. Et merci Eric Emeniat d'avoir accepté de nous accorder ces quelques moments. On sait que vous avez déjà la tête plongée à la cérémonie. Vous allez mettre vos attributs. C'est pour quand? Nous ne savons pas encore. Nous attendons que les autorités nous disent exactement quand est-ce que nous allons faire la prestation de serment. Et puis après, on va s'installer. Donc on attend le feu vert des autorités. On sait, avant de sortir rapidement, c'est qu'Eric Niat, c'est le basketball, Jumanto Basketball Club, une radio et je crois une école pour ceux de confession musulmane. Beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'autres projets pour Banganté? Tout ce qui contribue de premier magistrat de la ville. Je suis preneur de tout projet. Il y a beaucoup de projets qu'on a développés, il y a beaucoup de projets en instance qu'on compte développer. Il y a le stade mythique de football qu'il faudrait qu'on rouvre parce que, comme vous savez, la Panthère n'a pas de stade, elle joue un peu partout sauf chez elle. Donc, c'est une des choses qu'il faudra qu'on se penche sincèrement dessus et voir comment faire plaisir à tout le peuple d'Undé. Merci beaucoup, Eric Aimé. Merci, monsieur le maire, on va le dire comme ça. Bonne chance et bonne continuation. Merci à vous et bonne soirée. Voilà rapidement. Surprise.
Oui. Voilà, c'était le maire de Banganté. Hein. Rapidement sur Jean-Michel Ninche, avant qu'on ne tombe sur la mairie de Ndiobé-Pendjari. Oui. Je vais d'abord souhaiter courage au nouveau maire de Banganté, il en a besoin, sans rancune. Merci. Et revenant au thème du soir, vous allez m'accorder aussi 2 minutes comme tout le monde. Oui. Vous savez, personne n'a le courage d'expliquer ce qu'il a lu dans ce rapport, parce que ça pue. Ça sent la merde. Ça gêne même ceux qui ne supportent pas le RDPC. Et puis vous voyez comment le RDPCiste, il est instable. Il est déséquilibré. Tantôt il vous dit c'est un objet volant. Tantôt il vous dit ça doit être secret. Tantôt il s'attaque aux députés qui révèlent. Vous savez, l'histoire leur échappe très souvent. Vous savez, le RDPC est toujours forcé. Ce qui se passe dans cet audit, ce n'est pas la volonté des députés comme vous. C'est le FMI qui a saisi le président de la République pour lui dire la prochaine tranche d'argent que tu attends là, si tu ne me donnes pas le rapport, tu n'auras plus rien. Et vous n'aurez plus rien à détourner. Le président de la République, pris de court, est obligé d'écourter le petit rapport qui avait été commandé au Consupé, commandé à l'intérieur, pour dire à la Chambre des comptes, fais quelque chose. Vous voyez, ça va vite. Non, ça c'est une méconnaissance également des procédures. Permettez, vous savez, ce qui fait la beauté de ce plateau, c'est moins le désordre, c'est moins la cacophonie, c'est moins la tricherie que le mensonge. C'est le respect de ceux qui viennent. Vous êtes de retour, apprenez comment ça se passe. C'est le minimum. J'ai été là-bas. S'il vous plaît. Vous êtes parti parce que vous étiez désordonné. On a mis de l'ordre, vous êtes revenu avec nous. Voilà. Non, mais donc, non, il faut que ce soit. Je disais que cela dit, ce rapport il pue. Sincèrement, personne n'a envie de commenter. Oui. J'ai ouvert presque 5 ou 6 forums d'avocats. Chacun dit seulement lisez aussi. Moi, je suis stomaqué. Chacun dit lisez aussi. Est-ce que ça se passe chez nous? Aucun membre du RDPC n'a le courage de soutenir son voisin. Voyez-vous, Virba, le député Virba, avait dénoncé la catastrophe du Nozo. Les députés comme ceux-ci lui ont jeté les pierres, pas seulement les pierres, mais les flèches empoisonnées. Tout le monde connaît la suite il y a 5 ans. Nietzsche, le député Nietzsche, a dû vous fuir parce que vous pouviez l'empoisonner. Effectivement, c'est cela. Parce qu'il a dit, je préfère me mettre à distance, je dénonce. Il a tellement dénoncé que les dieux de l'extérieur l'ont aidé. On utilisait la main du FMI pour venir dire aux RDPCistes, conservateurs dans le désordre, de voir clair. Vous voyez, depuis qu'on est assis là, l'excellent député empêche qu'on ne dise au moins ce qu'on a vu à l'intérieur. Aujourd'hui, chacun qui s'est lié écrit, chercher la copie de ce rapport. Personne ne veut commenter parce que c'est au-dessus. J'ai pensé qu'il devait même dire que le Burke, après avoir dit objet volant, tu veux dire que non, c'est un Burke. Parce que c'est de mode. À leur matière. C'est de mode, c'est ça. Donc, pour dire que non, c'est pas ça. Oui. Nous, au moins, sur le RDPC, nous ne faisons pas semblant. Et le gouvernement ne fait pas semblant. Le président de la République ne fait pas semblant. Quand il diligente un audit, c'est vraiment un audit. On ne cherche pas des échappatoires après. Alors, très bien. Si c'est le RDPC qui a diligenté donc ce rapport, cet audit, c'est bien, il faut applaudir. La Chambre des comptes est donc devenue le RDPC. Alors, supportez donc, dites au moins au peuple. Faites un peu comme le professeur Messanga Nyamdim. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Personne ne vous retirera vos marchés. Ayez le courage de dire c'est la pourriture. C'est pas bien. Je vais conclure en disant ceci. Dites, si vous êtes député, dites que le ministre qui est convoqué par une... Vous n'êtes pas particulièrement injurieux. Je suis député. Alors, si vous êtes député comme Nietzsche, dites que le ministre qui est convoqué par la Chambre de comptes, qui refuse de se présenter, il n'est pas républicain. Parce que ce n'est pas l'individu qui le convoque, mais c'est l'institution qui le convoque. Le ministre ne doit pas choisir devant qui va aller s'expliquer. Il ne doit pas choisir. Parce que c'est un triste, c'est un mauvais exemple. Le ministre avait refusé de se présenter devant le ministre de la Santé. Hein. Mais devant eux, il ne peut pas le dire. Au début. Il ne peut pas le dire non, parce qu'il va fusiller
Nietzsche, Le ministre de la Santé, Ça, c'était c'est les présenté. radios, non, ça, c'est C'est les les radios. et le courage de dire que ce n'est pas ça, C'est les monsieur. radios. Oui. Il a effectivement. Vous avez le titre. On avait un N'ayez pas rendez-vous- peur. on Vous a- êtes immunisé. Oui, Et le courage de Par dénoncer. rapport au ministre de la Santé, on doit faire comprendre On avait, qu'il s'est on, pas avait, présenté. on avait un rendez-vous qui a été décalé tout simplement. Il a été décalé parce qu'effectivement le Covid chauffait à l'époque. Il ne faut pas trop s'attarder. Et jamais plus une à ce que les gens- minute. à ce que les gens racontent ici. Bon, voilà. donc, un petit. ce rapport, ce montant, vous ne pouvez pas me troubler. Vous n'avez pas l'énergie. Ce rapport, il n'est pas bon. Il sent, il pue. Ils ont volé de la première à la dernière ligne. Chacun doit lire. Rien que ce Là, vous résumé. n'avez plus la Pour réserve. avoir mal aux côtes. Vous n'avez plus là la réserve de quelqu'un qui pratique le droit. Ayez de la réserve. Quelle réserve? On ne vous demande pas de plaider pour qui que ce soit ici. N'ayez pas mais peur, au je moins- vous indexe pas. voyez, Le jour où vous serez la pondération ouvert, et la réserve nous allons vous le nécessaire dire. pour quelqu'un également, pour Oui. quelqu'un qui s'occupe des problèmes de droit. Parce que là également, il y a une confusion qu'il fait tout à l'heure. Hein? Oui, Attendez juste une précision, 2 secondes. Nous sommes seulement, enfin, le gouvernement est tellement, le président de la République, le président Paul Biya est tellement à cheval sur les problèmes de contrôle aujourd'hui. Ce n'est pas une nouveauté. Innovation, oui. On sait forcément que lorsqu'il y a également des gens qui mettent en œuvre un certain nombre de politiques, il y aura des gens qui auront tendance à. Et le président de la République est tellement à cheval sur les problèmes de contrôle, de l'efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques aujourd'hui, que nous avons 2 institutions de contrôle, à nous tout seuls, le Cameroun. Nous avons une institution qui est le contrôle supérieur de l'État, qui s'occupe du contrôle interne, et nous avons là également les chambres des comptes qui s'occupent de l'audit externe du gouvernement. Et c'est pour cette raison-là qu'on a lancé ces 2 institutions pour pouvoir auditer. Ce n'est pas sous la pression de qui que ce soit. C'est juste la pression que Marcel Olivier dit sur cette, je voulais avoir votre avis. Hein. Les gens pensent que si on avait 2 ou 3 Jean-Michel Nietzsche à l'Assemblée, beaucoup de lignes allaient. Vous voulez me chasser du plateau, quoi. Non, non. Vous êtes parti comme d'habitude. Non, non. Je voudrais dire, M. Kounié a dit quelque chose tout à l'heure. Le député Samuel Motte ne peut pas faire le travail que Jean-Michel Nietzsche fait. C'est impossible. Parce que il est astreint à la discipline du parti. N'oubliez pas que dans le RDPC, c'est pas... Vous avez connu le député Oyono? Oui, j'ai connu le député Oyono. Et lui... Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parlez aussi de Saint-Éloi Bidon. N'oubliez pas aussi... C'est un mandat que- impératif. Non, Pardon? je ne ferai. Permettez-moi de parler. Oui, Permettez-moi non, de souffler parce quand même. qu'il est député de la parce nation. que- Non, parce que là, vous souffrez-moi, avez touché non, à quelque souffrez chose de de- m'écouter. Non, souffrez de m'écouter. Vraiment, souffrez d'être démocrate. Ah, vraiment. Vous dites ça hein, tout le temps, que vous êtes des démocrates. Donc je disais On que... le dit pas, on l'est. Non, vous l'êtes, mais chaque fois que des gens s'expriment sur des sujets que vous estimez que, Vous m'attribuez une posture que je voulais rectifier, tout simplement, mais allez-y. en arrachant la parole, comme vous arrachez aussi le pouvoir... Parce que ce que vous avez dit, c'est ça grave. se passe. Je suis député de la nation, j'ai en charge de moi de contrôler l'action gouvernementale. Il n'y a pas la discipline du parti qui m'astreint à quoi que ce soit. C'est tout simplement ce que je voulais J'aimerais bien corriger. voir une Voilà. tribune là où vous contrôlez. Non, mais l'action je ne céderai pas non plus à la gouvernementale. Vous ne vous êtes cacophonie. jamais, on ne vous a jamais entendu à l'Assemblée nationale dénoncer les détournements. On ne peut pas nier qu'au Cameroun, il n'y a pas de Qu'est-ce que détournements. vous en Sinon, savez? les ministres qui sont en prison, ils font quoi là-bas? Dénoncer un peu ça. Si on ne va pas vous exclure du parti. Vraiment dénoncer un peu ça. Non, écoutez, ce que je voulais vous dire également. Non, Aujourd'hui, je dis dénoncer un peu ça. On va vous exclure. attendez, On va vous attendez. donner- non, on va lui donner Je un n'ai pas carton. été- je n'ai pas été complet tout à l'heure. En Vous ne matière, serez en jamais matière complet. d'organisme de contrôle, la commission des finances et du budget également Oui. a le droit aujourd'hui De l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale a le droit de contrôler. Et quand je descends dans une mission de contrôle, il n'y a pas de discipline du parti. Parlez de ce que vous connaissez. Si ce n'est pas secret, les honorable. Si bavardages. ce n'est pas non, secret, si ce honorable. n'est- Vous avez déjà fait combien de descentes Oui, depuis que vous êtes là? C'est une Ce n'est pas un secret. nouvelle loi que nous allons Bon, mettre vous l'avez en donc pas œuvre. encore mis C'est en une œuvre. nouvelle Non, loi que nous allons c'est mettre bien, en Ne nous œuvre. fatiguez pas avec ça. Et par ailleurs, de manière historique, quand on parle effectivement de contrôle d'action gouvernementale, ici il y a un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. Nous, Ça, c'est le premier année en contrôlons droit. également J'ai a la posteriori parole, depuis de longues dates. J'ai la parole. Marcel parce Olivier. que- C'est pénible. Marcel Olivier. Oui, la dictature que nous impose le RDPC depuis qu'il est de retour sur ce plateau, tout le monde voit. Hein? J'étais Vous donc allez en train de souffrir de dire... faire des émissions avec nous. Voilà. J'étais donc en train de dire que
Samuel Motte ne peut rien à l'Assemblée, il a les mains liées. Disons-le clairement, il ne peut pas. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, je suis obligé de le constater. Même si vous dites, ça n'enlève rien sur ce qui est vrai. Est-ce qu'il parvient d'abord à dire ici? Il ne peut même pas parler. Voilà. À l'Assemblée, il ne peut pas parler. On sait tous que dans le RDPC, dès que vous mettez le pied dans le plat, on vous broie. Mais vous vous trompez. C'est la vérité. Vous vous trompez. Mais moi, je ne vous ai jamais entendu. Il y a plein de ministres RDPC qui sont en prison. Nous ne sommes pas, on ne vous a jamais entendu nous ne sommes dénoncer pas des députés qui que ce soit. Nous ne sommes pas des députés à la presse, à la radio et à la télévision. Mais nous sommes des députés à l'Assemblée actions. nationale. Si ce n'est pas secret, montrez donc vos actions. Montrez vos actions. Au moins pour Jean-Michel Nitieux, moi je peux lui reprocher d'être allé un peu vite en besogne, mais je reconnais que le travail que Jean-Michel Nitieux fait est bon. Il met en lumière les détournements, les présomptions de détournement. Il n'en sait rien. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, mais nous on voit. Nous on constate. Oui, on constate. Même si vous pouvez utiliser tous les stratagèmes possibles, la vérité est là. On a envoyé des milliards aux Camerounais pour qu'ils se soignent, ils se traitent de Covid. On n'a rien ressenti. Moi, je ne sais même pas s'il y a eu un morceau de savon. Je n'ai rien eu. C'est ça la vérité. Pourquoi vous voulez absolument dire qu'il y a eu s'il y a eu ça alors qu'il n'y a rien? Marcel, prêtez-moi une phrase de votre temps. Oui. Je complète. Il faut dire que dans ce rapport, tous les arrondissements, il y a un hôpital de district. 190. 189. On dit que c'est le même budget qui a été alloué alors que à chaque centre. Les besoins n'étaient pas les mêmes. Or, je veux que le député ici nous dise que ce qui était distribué à Yaoundé 6, c'est la même chose dans son village, dans son arrondissement, dans le même hôpital. Ne serait-ce que ça. J'ai pitié du maire de chez moi parce qu'il a organisé les quêtes. Alors que c'est le même budget de Yaoundé 6 qui était alloué au CMA de son arrondissement. Vraiment, vous n'avez pas la parole. Il faut aller dans ce C'est moi qui ai la parole. C'est Jeannin. Donc, j'ai pitié de savoir que c'est moi qui ai la parole. Vous n'avez pas encore regardé la montre. Il y a encore 10 minutes. Oui, c'est moi qui ai la parole. Et nous, c'est moi qui ai la parole. Et nous étions sur le sujet de Jean-Michel Nitieux. Moi, je voudrais dire à Jean-Michel. Je voudrais dire à Jean-Michel Nitieux de continuer ce qu'il est en train de faire comme travail. Je voudrais même lui dire ici qu'il faut qu'il pense à examiner la situation que nous vivons quand il faut aller en session de plein droit. Parce qu'il y a des dissidents qui se forment dans les partis et qui viennent nuire à la cohésion d'un parti. Ça, c'est un plaidoyer que je fais. Ça ne concerne pas seulement... Parce que voilà Niat qui s'est plaint. Il a été au primaire, il a gagné. Mais il s'est retrouvé en face d'une érection d'un torréfacteur qui voulait absolument le broyer. Alors, si, par exemple, on avait une loi qui disait que c'est le parti qui doit investir en session de plein droit, je crois qu'on n'arriverait pas à ça. Les gens vont lever le doigt en salle alors qu'ils ne devraient pas. Niat a fait les primaires. Dans notre parti, nous avons eu les primaires. Et ces primaires-là n'ont pas été respectées justement parce qu'il n'existe pas un texte de loi qui encadre ça. Chez vous, là-bas, au RDPC, vous vous appuyez sur l'appareil administratif pour faire pression sur les dissidents. Nous, on n'en a pas. Et moi, j'appelle Jean-Michel Nitieux à se pencher là-dessus. C'est dossier également. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Il faudra dire... Il y a le... Le temps est très long. Oui, mais 45 milliards, le ministère de la Santé, ça revient toujours. 45 milliards, surfacturation, non-respect des procédures, violation du code des marchés publics. C'est énorme quand même. Oui, et puis sélection des prestataires dont on ne sait pas comment ça se passe. On ne connaît même pas leurs états de service. Je crois que ce qui est, comme a dit Maître Nguefa, c'est hallucinant. Donc, quand on rentre dedans, on ne peut pas... Il y a tellement de problèmes qu'on ne sait pas par où commencer. Mais je voudrais dire à l'honorable Motte de ne plus prononcer, ne plus dire que rigueur et moralisation, c'est une affaire du RDPC. C'est Amadou Aïdjo qui parle de rigueur et moralisation au congrès de Bafoussam. Et quand M. Biya parle de rigueur et moralisation, c'est par fidélité à son illustre prédécesseur. Et il n'en parle même plus. Bon, donc c'était le mot, c'était pour montrer à Aïdjo qu'il est fidèle à lui. Donc vous pouvez pas, il n'a pas la paternité de ce groupe de mots-là. Il faut. Et puis quand on dit qu'il a dit que ce septennat, il nous a déjà dit que
En 2011, c'était la fin de son... En 2004, c'était son dernier septennat. Il avait tout prévu. Mais après, il a commencé les grandes ambitions. Donc, ne nous obligez pas à rentrer dans la cacophonie qui est de votre parti. Votre parti, c'est un parti de la cacophonie. Donc, il ne faut pas nous parler de ces choses-là. Maintenant, pour revenir aux 45 milliards, je crois qu'on a largement commenté cela. Jean-Michel Nitche, il nous a présenté même les bons de commande en donnant les prix de la Mercurial et en comparant le prix de la Mercurial au prix pratiqué et en démontrant que c'était n'importe quoi. Et que ce monsieur a passé tout son temps à mettre plein dans ses poches. Il a dit, il a démontré. Donc moi je crois que pour le ministre de la Santé, je ne sais pas comment il va se tirer d'affaire, mais la vérité c'est qu'un jeune comme celui-là, on aurait pensé que certaines personnes le fassent, mais il n'avait pas besoin de le faire. Malheureusement, il serait sorti de l'ENAM si je me trompe. Et il semble que là-bas, on apprend, ça dit qu'on apprend aux gens à se mettre plein les poches parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a cet âge-là, jeune comme il est, puisse se retrouver avec des milliards et des milliards. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire à son âge? Donc je crois qu'il s'est trompé de route. Et puis il faudrait que la justice fasse son travail, tout son travail, pour ce qui concerne ce problème, parce que voler l'argent des gens qui sont malades, je crois qu'il n'y a pas pire crime que cela. Donc pour notre part, j'encourage Jean-Michel Nitche, comme a dit M. Ndi, à foncer dans d'autres directions pour essayer de voir s'il peut débusquer un certain nombre de choses, puisqu'il est seul dans cette assemblée. Je vous ai dit là aussi l'autre jour que sur les 180 députés, je crois qu'il y a un grain de diamant. Et que dans un panier de sable, bon, on va au moins... Mais l'honorable Maud te dit qu'il ne laissez Jean-Michel Nitche à l'Assemblée. Il est en train peut-être de faire ses classes là-bas. Peut-être qu'au prochain mandat, il pourra être comme Jean-Michel Nitche. Mais Jean-Michel Nitche a son 3e mandat. Donc il ne peut pas commencer à nous parler de Fable La Fontaine et tout ça. Jean-Michel Nitche a son 3e mandat. C'est le coche et la mouche dans le cas de... mais vous faites vos classes. Vous venez de commencer. Peut-être que vous n'avez pas encore bien lu les textes ou bien vous ne savez pas comment ça se passe. Il faut prendre l'exemple de Jean-Michel Nitche. Nous souhaitons que vous soyez comme Jean-Michel Nitche au prochain mandat ou à la fin de celui-ci. Non, mais peut-être, je ne sais pas moi, contaminé par, négativement influencé par Maître Nguefa qui pour la première fois devient très sentencieux là où on attendait qu'il fasse des plaidoiries. Il donne des sentences. Qu'est-ce que le ministre de la Santé peut lui faire avec des milliards? Ils l'ont déjà condamné. Ce n'est pas sérieux. À charge pour la justice. Ce n'est pas sérieux tout ça. Et vous regardez même le rapport même de la Chambre des comptes, il est tout en nuances. Quand il évoque effectivement les principes de respect de la procédure de marché public. Parce qu'en l'espèce, Monsieur Kougné, Monsieur le député, Monsieur Kougné, attendez, en l'espèce, mon exemple porte sur la répartition équitable. À l'espèce, quand il évoque notamment les problèmes de sélection des prestataires, il faut bien que reconnaître que quand on est dans une situation d'urgence, vous avez recommencé. Il y a une procédure. Il y a une procédure en situation d'urgence qui est prévue, qui est prévue du gré à gré. Oui, mais le gré à gré, ils n'ont pas respecté la procédure. Même dans le gré à gré, on respecte les procédures. Ils n'ont pas respecté la procédure. On a respecté la procédure gré à gré. Effectivement, les points de défense qu'utilisent les gens qui ont été audités, c'est de mettre effectivement en relief en disant que dans ce domaine-là, peut-être vous avez été très dur dans vos conclusions. Merci. Comme ça, on confie des marchés à des ovnis. Voilà. Une société apparaît en 2017, ne fait rien entre-temps et on nous la ressent seulement en 2020 quand il faut venir encaisser des milliards. Restons dans la nuance, la République s'en portera mieux. Non, merci Marcel. Merci Marcel d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Oui. Merci honorable. Honorable est sauvé. Merci Maître Nguefa, merci à vous. Merci Emmanuel Kougné. Merci Jean. Madame, monsieur, c'est un autre rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bana.